Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Clusif à l'occasion des 30 ans de cette association avec Benoît Fuseau. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Benoît, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Benoît Fuseau. Donc, je suis RSSI dans une banque et je suis aussi le président du Clusif depuis 1 an. Alors Benoît, on a déjà réalisé un épisode sur le Clusif, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le Clusif ? Oui, bien sûr que je peux vous rappeler. Donc, c'est une association qui existe maintenant depuis 30 ans. Cette association regroupe aujourd'hui 515 membres. Donc, quand on parle de membres, c'est des organisations privées ou publiques et qui regroupent 2 collèges. Un collège que l'on va appeler utilisateur de solutions de cybersécurité et un collège offreur de solutions de cybersécurité. Ces 515 organisations représentent 1200 membres. Donc l'objectif du Clusif, c'est de faire des partages de bonnes pratiques en matière de cyber. Et pour ça, on organise en fait des groupes de travail. Donc il y a 17 groupes de travail aujourd'hui qui sont organisés et qui représentent environ 200 réunions sur l'année. Et donc justement des utilisateurs et des offreurs pour produire des sortes de livres blancs, des publications pour expliquer justement à tous la cybersécurité et les bonnes pratiques en matière de cyber. Ces livrables sont disponibles gratuitement sur le site internet. On réserve juste la priorité aux membres pendant 6 mois et ensuite ils sont disponibles de façon publique à tous. Alors pourquoi l'association est structurée avec 2 collèges ? Pourquoi l'association est structurée avec 2 collèges ? C'est parce qu'en fait, on ne veut pas faire de différence entre nos membres et on voulait justement que les offreurs et les utilisateurs puissent aider tous les sujets de cybersécurité. La plupart des associations, globalement, en général, sont sur un modèle économique qui est par du sponsoring, ce qui n'est pas le cas du Clusif. En fait, la grosse différence, c'est que tout le monde paye la même cotisation. Que tu sois utilisateur ou que tu sois offreur de solutions de cybersécurité, tu vas payer le même montant de cotisation. Et c'est en fait le modèle économique du Clusif. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une liberté de parole et on n'a pas... dans la majorité des sponsors. On a quelques sponsors pour financer nos conférences, mais c'est non représentatif puisque c'est moins de 4% de nos cotisations globales. Tu peux nous donner des exemples de production des groupes de travail ? Enfin, ces 200 réunions par an, ça représente quoi? Alors, après en livrable ? Cette année, on a fait 14 livrables. Alors, malheureusement, je ne les connais pas tous, parce que je rappelle que le président est une personne bénévole, donc je ne travaille pas à 100% malheureusement pour le Clusif, même si j'aimerais bien, mais c'est pas ce qui me rémunère. Donc aujourd'hui, 14 publications. Donc il y a eu des publications sur le SOC, par exemple, comment mettre en place un SOC. Il y a eu des publications sur l'IAM, donc tout ce qui est identité. Il y a des publications sur le cyberscoring, par exemple, qui sont des réflexions. Il y a des groupes de travail là qui sont sur la souveraineté, des sujets qui sont un peu complexes. Il y a un groupe de travail sur... Moi, par exemple, comme j'ai été aussi jusqu'à il y a un an, j'étais co-animateur d'un groupe de travail sur la cybersécurité des systèmes industriels. Donc c'est par exemple un groupe de travail qui avait produit d'abord une taxonomie des plusieurs dizaines de milliers de pages qui ont été publiées sur le sujet dans les principales langues, qui a ensuite, avec un guide de lecture pour montrer aux gens qu'est-ce que ça valait le coup d'acheter ou pas. C'est un groupe qui a ensuite produit une présentation de tous les incidents en cybersécurité industrielle qui permettait à tout un chacun de se l'approprier et de sensibiliser sa direction à la problématique du sujet, parce que c'était l'enjeu du moment. Et puis ensuite, on a cherché à produire tout ce qu'on n'avait pas trouvé dans les dizaines de milliers de publications
où en réalité on trouve souvent toujours la même chose. Alors, il y a quelquefois des perles, hein, des documents, je sais pas moi, par exemple sur les navires, avec des choses tout à fait spécifiques à un navire, mais sinon en général c'est toujours plus ou moins la même chose, réécrite de manière plus ou moins, enfin voilà. Et donc, on a essayé de proposer des solutions pour le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de cybersécurité. On essaye d'écrire comment faire un SOC sur un environnement informatique industriel. Et voilà, c'est un exemple de groupe qui essaye de produire en commun tout un tas de guides et d'aides à l'ensemble de la communauté. Il y a un super guide qui vient d'être produit aussi, une fiche que je vous conseille d'aller voir, qui est la fiche réflexe sur comment aller porter plainte, qui est justement aussi une émanation de la gendarmerie, de la police, des experts judiciaires, des fournisseurs et des utilisateurs, qui se sont tous réunis pour justement faire un consensus et trouver les éléments pour aller porter plainte et comment aller porter plainte avec les éléments par rapport à ça. Tu as une petite idée des 3 guides les plus populaires en matière en nombre de téléchargements, ou c'est pas des statistiques Je sais qu'il y en a une, c'est sur la sécurisation des data centers, un truc qui date de 2017. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et on cherche toujours des nouvelles contributions. Je rappelle qu'en fait le mode de fonctionnement, comme on est une association qui est essayons d'être équitable et d'avoir une équité sur tous les membres. Chaque membre peut proposer un groupe de travail avec un thème. Donc voilà, donc là je lance par exemple un appel. J'aimerais bien qu'il y ait un groupe de travail qui retravaille justement sur le SOC, puisque le livrable date de 2017 et je pense que s'il y avait des nouvelles personnes qui retravailleraient dessus, voilà. Et puis, est-ce que je peux peut-être lancer un petit appel? Olivier Morel, on avait prévu de faire aussi la suite de l'IAM. Donc voilà, donc je lance un petit appel à Olivier. Il se reconnaîtra. Donc voilà. Tout ça, ce sont des productions des membres. Juste par curiosité, c'est quoi les conditions pour adhérer? Ça coûte combien? Est-ce qu'il faut être coopté? Est-ce qu'il faut avoir une existence légale en France? Ou est-ce que c'est ouvert aux Européens, etc.? Alors c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de différence. On est quand même assez francophone aujourd'hui, les groupes de travail ne sont pas en anglais aujourd'hui, donc c'est peut-être un peu la contrainte qu'il y a, même si aujourd'hui on a des réflexions et des pistes de réflexion pour ça. Non mais c'est pas une contrainte ça, c'est justement l'intérêt. Enfin je veux dire, s'il y a des gens qui adhèrent du monde entier, c'est surtout parce qu'ils sont francophones. Enfin, moi, je vois ça comme l'intérêt du Clusif, c'est que ça parle français. Je pense qu'avoir une vision un peu plus européenne et un peu plus internationale, je pense que voilà, ça pourrait être des axes. Oui, alors le français est aussi encore une des langues de l'Europe. Mais... Ouais, c'est quand même bien d'avoir du contenu sur la cybersécurité en français. Alors, ceci dit, à chaque fois qu'on a fait un contenu qui avait une envergure largement au-delà des frontières, le Clusif a fait l'effort de le traduire en anglais. Donc, par exemple, il y a eu des productions du groupe de travail que j'animais qui ont été traduites en anglais. Donc, oui, si on veut essaimer nos bonnes pratiques au-delà des frontières francophones, on le fait. Mais on travaille en français. Alors, pas que Hervé, si je peux me permettre. L'idée, c'est aussi dans les grands groupes. C'est qu'il y a des gens qui nous demandent aussi que les publications soient faites dans les 2 langues pour pouvoir le diffuser à toutes les équipes, en fait. Donc oui, les réflexions et le groupe de travail est en français, mais souvent, on nous demande à avoir aussi de plus en plus les publications en 2 langues. Donc il y a des réflexions qui sont en cours par rapport à ça. Alors c'est une blague, mais je crois qu'il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des traductions du panneau crime en russe, non ? Qui était intéressé par le... Oui, alors il y a eu une présentation. Oui, il y a eu une présentation du panneau crime qui a été sous-titrée en russe et dont on peut trouver la vidéo sur Internet. Mais enfin, ça c'est franchement anecdotique. Hein. C'est par des cybercriminels parce qu'ils étaient intéressés de savoir ce qu'on disait sur eux. Donc là, on est pour parler des 30 ans du Clusif. Moi, je faisais pas encore de cybersécurité en 1993, mais j'étais avec mon Windows 3.11 Forward Groups. J'attendais la sortie de Windows 95 avec impatience. J'étais sur un réseau Token Ring et la sécurité, c'était de ne pas laisser de disquette dans son ordinateur quand elle éteignait parce qu'on risquait d'attraper un virus de boot en le rallumant. Est-ce que tu peux nous refaire un petit historique du Clusif ?
Oui, mais ce qui se passe, c'est que Benoît est récent dans la cybersécurité. Donc, en fait, oui, moi, je peux faire un historique du Clusif parce que je suis l'histoire à moi tout seul. Mais moi, je suis arrivé au Clusif alors dans les années 80. Donc, à l'époque, le Clusif n'était pas constitué en association. Tout simplement parce que c'était l'association qui parlait de sécurité informatique. Et c'était hébergé au sein d'une autre association qui était un lobby des assureurs, qui était l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages et d'incendie. Et donc, leur objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Et ces gens-là assuraient déjà à l'époque tous les mainframes, enfin tous les grands centres informatiques des années 70-80. Et je suis allé à la commission micro-informatique. On avait les fameux virus sur les disquettes. Hein. Et donc, on écrivait des bonnes pratiques. Et puis un jour, je sais que j'étais pas là. Et comme j'étais pas là, ils m'ont propulsé animateur à l'insu de mon plein gré et d'un groupe de travail sur la sécurité Unix. Donc là, j'ai été encore plus occlusif puisque je me suis retrouvé animateur d'un groupe sur la sécurité Unix. Puis voilà, l'occlusif n'a cessé de se développer jusqu'à un moment où il était trop important pour continuer à être hébergé dans une autre association qui lui a gentiment demandé de prendre son indépendance. Donc c'est pour ça que l'occlusif, soit il a 40 ans, soit il a 30 ans. En fait, il a vraiment 40 ans, mais comme il a mis 10 ans avant de se séparer de son association mère qui avait des locaux, donc c'était quand même très, très confortable. Et après, il a tout simplement continué son chemin avec son modèle, comme l'a expliqué Benoît, d'égalité stricte de tous les membres. Donc les gens adhèrent du monde entier. Bon, évidemment, il faut quand même qu'ils soient un peu francophones pour participer au groupe de travail. Mais sinon, c'est complètement ouvert. Puis alors, d'autant plus aujourd'hui où l'occlusif est équipé en visio, donc tout est en mixte, donc les gens peuvent participer de n'importe où sans avoir à se déplacer. Même si on favorise le présentiel. Hein. Les relations quand même humaines sont quand même... Parce que ce que je vous ai pas dit dans mon introduction, c'est quand même que, en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai voulu être président du Clusif. Ça, je pense que c'est aussi important pour les auditeurs de l'entendre. Donc moi, ça fait, comme l'a dit Hervé, et c'est pour ça que j'ai pas forcément tout l'historique du Clusif, parce que ça fait que 10 ans que je suis dans la cybersécurité. En fait, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je viens d'une école de commerce option finance. Et depuis ces 10 ans, en fait, donc grâce à Hervé, puisque c'est lui qui m'a donné la première formation que j'ai eue en cyber, et à la fin de sa formation, il fait venir un professionnel qui parle de son expérience, etc. Et donc, dans ces expériences, la personne disait qu'il fallait adhérer, et Hervé aussi favorisait de participer aux associations, et entre autres l'occlusif. Donc j'ai énormément appris grâce à ça. Et aujourd'hui, donc, je suis président de cette association. Je donne aussi des cours en cyber et je suis RSSI dans une banque. Donc voilà, donc c'était aussi pour dire que un parcours, même qui n'est pas un ingénieur, peut arriver à être RSSI ou à rentrer dans le monde de la cyber. Et le deuxième, c'est parce que je me sentais un petit peu redevable de tout le savoir qu'on avait pu me donner. Et donc du coup, je me sens un peu redevable de pouvoir le redonner aux autres et de redonner des vocations à d'autres personnes. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais devenir le président de cette association. Et comme disent les jeunes, tu peux pas tester. Hein. Hervé, il était aussi COP. Donc, Alors qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour les 30 ans du Clusif ? Dans les tuyaux, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que l'année dernière, juste après mon élection, pour donner de la visibilité et bien faire comprendre à l'écosystème où se situait le Clusif, j'ai souhaité créer un plan stratégique qui s'appelle Impulsion 2025, donc on pourra en reparler tout à l'heure, qui a 3 grands axes qui sont fédérés, développés et sensibilisés, mais je pense qu'on le développera tout à l'heure parce que c'est important. Le deuxième chantier très important et qui va être très structurant et qui est un travail qui a été initié il y a déjà une dizaine d'années, qui est l'utilité publique. Donc ça y est, on y est presque à quelques mois, donc on attend juste maintenant le tampon, enfin le décret du Conseil d'État.
Donc ça va être une excellente nouvelle puisque ça va pouvoir permettre de faire du mécénat. Donc c'est pas du sponsoring, hein, bien faire la différence avec du mécénat. Et deux types de mécénat existent. Du mécénat financier, donc on peut collecter de l'argent et les gens peuvent déduire jusqu'à 66% des sommes qui donneront au Clusif sans contrepartie. Et le deuxième type de mécénat qui existe, c'est du mécénat de compétences. Donc souvent les grands groupes créent des fondations et en fait nous permettent d'avoir des gens, des cadres supérieurs en fin de carrière qui souhaitent faire autre chose. Et donc l'idée c'est de pouvoir récupérer pour faire des grands projets. D'utilité publique, hein, bien sûr. Donc un grand projet, ça peut être une vidéo de sensibilisation, ça peut être de favoriser, justement, on parlait de la sensibilisation, de sensibiliser justement comment trouver les bons messages sur les PME, sur les ETI, peut-être créer un autre exercice uniquement pour les PME sur la gestion de crise. Voilà, il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir à nous par rapport à ça. Donc ça, c'est les deux gros chantiers. Le troisième chantier que l'on a bien entamé, c'est la réorganisation au sein de notre association. Il faut le préciser, aujourd'hui, on a 5 salariés. Donc on a changé le statut de notre déléguée générale en directrice. C'était aussi une volonté de ma part. Je voulais vraiment que l'on refasse bien constater que le conseil d'administration est là pour travailler sur la stratégie et donner l'axe stratégique, et ensuite les salariés, donc avec les 5 personnes, sont là pour le mettre en action par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir ces fondations pour justement repartir sur les années qui viennent, puisque l'utilité publique va nous permettre aussi de nous approcher plus favorablement vers les parlementaires, vers les institutions, pour commencer peut-être à faire un travail de lobbying qui aujourd'hui me semble insuffisant. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi je suis RSSI dans une banque. Quand je vois les nouvelles législations qui vont arriver, je me dis qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on aurait peut-être dû travailler ensemble avec le législateur, parce que faire des lois c'est bien, mais les mettre en application c'est mieux. Donc voilà. Non mais c'est super, Dora, c'est super. Oui, la petite dame avec le sac à dos, oui, c'est super. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un groupe de travail sur la nouvelle législation Dora au sein du Clusif. Exactement. Et pour ceux qui veulent rire, vous pouvez lire la traduction de Dora en français. Il y a des termes qui sont... on sent que ça n'a pas été fait par des gens de la cybersécurité. Hein. C'est quand même assez... Mais ça, c'est des réglementations européennes. Il faut faire du lobbying au niveau européen à Bruxelles. Pour ça, il faut... Non ? On va commencer déjà par la France. Donc déjà parler avec les parlementaires et puis les députés, tous ces gens-là qui conçoivent nos lois. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de commencer par la France et puis après on verra. Oui, mais ça inclut les députés européens. Oui, bien sûr. Il y a certains députés qui sont députés. Mais le fait d'être une ARUP, donc une société reconnue d'utilité publique, est-ce que ça t'ouvre vraiment les portes de politique? Ça change vraiment la manière des gens de te voir? Enfin, je parle toi en tant qu'inclusif. Oui, j'ai déjà fait le constat, quand on commence à dire qu'on a entamé une démarche d'utilité publique, ça parle tout de suite aux institutions et aux gens publics en fait. Ils savent que c'est une démarche et que l'association a un certain sérieux. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'associations d'utilité publique qu'il y a en France. Mais non, j'allais te le demander justement. Il y en a 1838 aujourd'hui. Ah oui, donc voilà, donc donc c'est tout petit, parce que je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'associations qui existent en France. C'est des centaines de milliers, je pense. Il y en a plus. Hervé est inscrit dans chaque. Ouais. Non mais arrêtez quoi. Je vais dans une dizaine d'associations en cybersécurité, c'est tout, c'est insignifiant. Donc je crois que le nombre d'associations en France est autour de 2 millions. Donc en fait on rentre un peu, comme on dit, dans la cour des grands. Donc oui, c'est pour ça qu'on a une certaine légitimité, parce que pour être d'utilité publique, il y a pas mal de critères à respecter, et c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, et c'est surtout notre modèle économique qui nous permet de le faire. C'est parce qu'on a des recettes avec des cotisations et pas de sponsoring qu'on arrive à rentrer d'utilité publique. Oui, parce que ça demande une certaine stabilité financière. Je crois qu'il y a un montant, donc, je sais pas, 50 000 euros. Enfin, tu dois justifier un certain montant.
Alors, il doit y avoir un montant, il y a un commissaire aux comptes qui est obligatoire, il y a un nombre d'adhérents obligatoire, il y a des statuts qui sont obligatoires. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de critères à réunir et surtout aussi démontrer que ça a du sens, que l'objet social a du sens devenir d'utilité publique. Alors, dans le plan impulsion que tu nous donnais, il y avait le point sur les actions, le fait de s'orienter vers les PME, PMI, les RSSI des petites entités, la sensibilisation. Est-ce que tu peux détailler ce plan ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est bien de vous le détailler puisque c'est un chantier qui était important pour nous, pour constituer. L'idée, c'était aussi comme je vous l'ai dit, de donner de la visibilité à l'ensemble de la communauté et de montrer là où voulait aller le Clusif et qu'on se positionne par rapport aux autres associations sur les choses et puis aussi donner un élan à tout le monde. Donc, pourquoi cette impulsion ? Voilà. Donc l'idée du plan déjà c'était aussi de faire grossir l'association puisque quand on va passer d'utilité publique et si on veut faire du lobbying, il faut vraiment qu'on soit en nombre et c'est pour ça que j'incite tous les auditeurs et qu'on n'est pas sectaire, on accepte tout le monde et de toutes les identités possibles à faire grossir notre association. Alors ce plan stratégique, il est orienté sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est ce que j'ai appelé fédérer. Donc fédérer, ça consiste en quoi ? C'est en renforçant vraiment notre réseau des Clusirs. Donc aujourd'hui, le Clusif a 16 Clusirs en métropole et on en a 6 à l'international qui sont regroupés. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser des données régionales pour construire toute notre stratégie et faire diffuser l'information. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans la cyber, c'est qu'il y a plein de publications qui sont faites. La seule problématique que je constate, c'est qu'il y a pas ce ruissellement qu'on pourrait espérer. Et donc là, l'idée, c'est de se servir justement des régions ou de ces pays pour faire ruisseler cette information de façon un peu plus fluide et pas forcément de refaire tous les contenus qu'il peut y avoir. Alors, deuxième grand axe, je fais juste mon Johan parce qu'on ne l'a pas défini, mais Clusir sont les clubs de la sécurité de l'information en réseau et donc en fait, c'est des associations régionales qui sont affiliées au Clusif. Donc on vient de parler de fédérer. Le deuxième axe, donc, c'est développer ces contenus, donc en s'intéressant principalement sur les PME et sur les ETI. D'accord, aujourd'hui, on s'aperçoit que les grands groupes, globalement, aujourd'hui, ont plein d'outils, ont plein de capacités, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont un petit peu les parents pauvres, c'est aujourd'hui les PME et les ETI et les collectivités qui sont aujourd'hui les cibles favorites de nos chers attaquants. Et donc, pour nous, on est très attaché à la diversité de nos membres. C'est pour ça qu'on fait un focus pour eux, sans oublier justement les grands groupes qui aussi apportent leur contribution par rapport à tout ça. Et donc, le troisième grand axe, c'est sensibiliser et en se tournant résolument sur les métiers, en fait, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'entre-soi, donc on en a besoin. Moi, je suis RSSI et souvent, je me sens assez seul dans ma fonction, dans mon organisation. Donc, le fait d'avoir des confrères, de pouvoir partager des expériences, d'avoir des partages sur des indicateurs de compromission, sur des scénarios d'attaque, c'est aujourd'hui indispensable pour pouvoir lutter efficacement. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour s'adresser plus favorablement vers les métiers pour qu'on fasse un peu bouger les choses et bouger les lignes parce qu'on est encore très technique, même si les choses évoluent. On est encore très incompris. On est encore, quand vous regardez sécurité, quand vous parlez de sécurité, vous êtes encore les empêcheurs de tourner en rond, les gens qui disent non. Voilà. Donc tout ça, il faut continuer tous les efforts qui sont faits et les accentuer et vraiment avoir un discours le plus simpliste possible pour que tout le monde comprenne vraiment nos enjeux pour faire bouger vraiment les choses et que les choses changent. D'ailleurs, j'en profite, c'est que aujourd'hui, j'ai une apprentie que j'ai pris et qui est aujourd'hui devenue mon assistante et qui fait une thèse justement sur comment les indicateurs cyber peuvent faire changer le comportement du middle management. Donc vous voyez que cette implication et ces choses sont extrêmement importantes pour que justement on trouve des éléments qui puissent faire vraiment changer les comportements des gens, quoi.
Donc c'est aussi le fait que j'ai fait une école de commerce et option finance, donc j'essaye de me souvenir de mes cours de marketing, mes cours de communication pour essayer de faire passer les messages un peu différemment. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je ne parle plus d'analyse de risque, je parle de carnet digital. Voilà. Donc le mot risque peut être un frein. Donc ça ne change rien sur le contenu, mais sur l'approche, ça change aussi beaucoup de choses. Et puis c'est pareil, quand aujourd'hui je m'adresse à des métiers et pour les accompagner, je leur dis déjà je suis dans la même entreprise que vous, j'ai le même objectif, avoir un chiffre d'affaires en croissance et d'avoir un résultat en croissance et de faire augmenter mon bonus. Et quand vous commencez déjà par ça, le discours n'est pas la même approche et les choses changent. Et après, on peut commencer justement de parler d'analyse de risque, de problématiques de sécurité et déjà, on n'a pas la même écoute, quoi. C'est intéressant comme vision et comme approche pour présenter les risques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable, Vladimir. Si on veut aujourd'hui faire bouger les lignes, il faut vraiment qu'on comprenne vraiment les métiers. Et moi, j'avais en fait un ancien patron qui m'a toujours dit que sans client, il n'y avait pas d'entreprise. Et je pense que si on n'a pas de business, on ne peut pas avancer. Et donc, du coup, il ne faut jamais l'oublier. Et même dans nos métiers, on est vraiment des métiers qui sommes là pour faire de la croissance aussi, mais on est juste des gens qui sont pour accompagner le mieux possible, quoi. Ok, Benoît, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Il y a encore plein de projets occlusifs, ça c'est sûr. J'ai plein d'idées. Le problème, comme beaucoup de gens, c'est qu'il me manque beaucoup de temps, mais j'ai plein d'idées. Je voudrais essayer de faire bouger les choses. Encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est de faire qu'il y ait des changements de comportement. Donc le lobbying me semble aussi une bonne voie pour aussi porter les choses. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que cette association doit grossir, mais de façon significative. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est 515 membres. J'espère que d'ici 2025, on sera 1000. C'est une grosse ambition. Mais si on arrive à être 1000 membres, je parle, donc participants, ça sera peut-être 2000, 2500 personnes, on aura du poids justement pour aller porter des messages encore plus forts, peut-être là, aller justement faire du lobbying en Europe, parce qu'on aura plus de poids et plus de monde. Et puis, faut pas l'oublier, c'est aussi, on a besoin de vous parce que on ne vit que de cotisations, on ne vit pas de sponsoring. Donc, on a 6 sponsors, mais qui représentent encore une fois que 4% de notre chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on a besoin de cotisations et de gens qui nous aident dans cette démarche et pour faire aussi partager le plus possible et faire vraiment bouger les lignes. Pour ça, pour nous donner des moyens et continuer justement sur cette lancée, quoi. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir ? Oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom et modifier pas mal d'éléments. Dans une entreprise, une application de gestion de crise est en cours de mise en place. Une nouvelle personne arrive dans l'équipe du RSSI, on va l'appeler Bob, et a besoin d'un compte admin sur cette application. Donc il en fait la demande à l'éditeur, c'est une application SaaS, qui le renvoie vers le RSSI en lui disant que le RSSI est admin, donc il peut totalement créer le compte pour cette personne. Donc le RSSI, bien qu'administrateur, ne peut pas créer de compte. En fait, il n'y a pas ce droit-là. Donc l'éditeur est à nouveau sollicité et il explique qu'il a bien une porte dérobée pour le faire, mais qu'il n'aime pas trop faire ça, donc en gros il va pas le faire. Donc déjà c'est super rassurant. Donc un point est organisé avec l'éditeur, le RSSI et la personne qui a besoin du compte, donc ce fameux Bob, mais finalement l'éditeur ne vient pas au point puisqu'il s'en fout totalement. Donc là l'équipe reçoit un mail mémorable de l'éditeur qui propose en fait de reprendre le compte de Micheline qui était dans l'équipe RSSI précédemment, mais donc qui a quitté l'entreprise il y a quelques mois et qui était admin, et il propose donc de recréer une boîte mail à son nom en faisant une récupération de mot de passe depuis l'outil de récupération de mot de passe, et bien sûr tout ce qu'il ne faut jamais faire. Donc gros fail de l'éditeur qui demande en gros à reprendre un compte nominatif existant pour une autre personne et de faire une récupération de mot de passe. En gros, tu veux dire que l'éditeur avait gardé le login mot de passe de Micheline et qu'ils s'en servaient eux-mêmes pour faire la maintenance de l'application, c'est ça ? Je n'en ai aucune idée, mais je te montrerai le mail après si tu veux. Bon, eh bien, merci beaucoup Vladimir, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.